Eh bien, maintenant, la parole est à la matière première et à la production, à l'extraction et la transformation de la pierre, et peut-être un peu l'évolution dans le temps, l'innovation. Je vais laisser la parole à Émeric de Kerveno AL, qui est donc carrière de Noyant, directeur, très impliqué dans le syndicat depuis qu'il travaille dans la pierre et je voudrais faire un tout petit clin d'œil, si je peux me permettre, à Sylvain Laval, qui exploitait ses carrières de Noyant, qui est toujours président d'honneur du SN Rock. Et pour ceux qui le connaissent, il va très bien. Voilà. Émeric, je te laisse la parole. Bon, nous, on va se mettre de ce côté-là. Ça va changer un peu. Tu changes directement. Regardez, ça va changer, c'est très bien, Émeric. On va essayer. Merci de l'invitation de M. Goutal et du SN Rock. On nous a demandé de vous parler avec pas mal de concrets et de photos de la partie industrialisation, c'est-à-dire la partie fabrication et mise à disposition de ces fameuses pierres de taille pour vous, pour les clients, pour l'usage final in fine. Voilà, donc carrière de Noyant. On est une quarantaine de salariés au nord de Paris, Soissons. Alors, c'est la plus belle pierre, évidemment, d'Île-de-France, du bassin parisien, au-dessus de la Saint-Leu. Voilà, ça, c'était la petite blague. Mais effectivement, on parle bien d'un calque tessien, comme vous en connaissez sûrement plusieurs dans ce bassin parisien. Comme toute carrière, on a besoin d'une autorisation d'exploiter, voilà, préfectorale, 30 ans maximum en France. Et puis, les grands chiffres de l'entreprise, c'est à peu près 40-45 000 mètres carrés de façade. Voilà. Dans nos métiers, dans ce métier de la pierre, nous, cette pierre tendre, nous la vendons, nous la mettons à disposition pour du gros œuvre, et donc verticale. Ce qui intéresse nos clients, c'est bien de faire des murs, et donc on parle de mètres carrés de façade, avec différents produits, on verra tout à l'heure. Voilà. Bien sûr, la filière, et je parle autant donc, de Carrière de Noyant que de la filière, c'est un ensemble d'acteurs, et notamment très important pour la filière, le SN Rock et le CTMNC qu'on entendra tout à l'heure, qui ensemble structurent notre capacité à mettre cette pierre sur le marché. Alors pourquoi industrialisation, et d'où on vient, et comment on a conduit notre réflexion? C'est un peu ce graphique reconstitué, avec deux bornes qui commencent à dater un petit peu, parce qu'on va dire que l'année 2025, on va probablement tous vouloir l'oublier assez vite. Et on voit une demande, en l'occurrence pour Noyant, mais c'est vrai dans la filière, une demande croissante, impressionnante, 2 mètres carrés de pierre de taille, année après année, quand bien même la conjoncture du bâtiment est un peu plus, on va dire, balbutiante ou oscillante, et en tout cas assez baissière depuis 2023. Donc, cette filière pierre, l'amont de cette filière, en l'occurrence nous les carriers, prenons conscience tous ensemble qu'il faut qu'on continue à être présent, ok, mais qu'on augmente un peu nos capacités, parce qu'on risque sans ça d'être discrétionnaire, et on risque ce dont on a souffert mutuellement dans les années 2015-2020, de devoir décliner des projets par manque de capacité en temps, en heure. On a tous des belles réserves. Simplement, on voit, M. Goutal nous l'expliquait un peu, que quand on passe à la phase chantier, qui est en général assez courte par rapport au temps de mûrissement du projet, eh bien, il faut aller vite et il faut que la pierre soit disponible rapidement. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que dans les produits que nous demande le marché, dans la typologie de pierre que nous demande le marché, finalement, on a une demande croissante pour de la pierre dite massive, dans notre jargon, à savoir supérieure à 20 cm d'épaisseur, qui donc, par définition, est de la pierre structurelle. Ce qui n'était pas le cas, ou moins le cas dans les années précédentes, où on avait un équilibre entre la pierre de parement, dite de parement, et la pierre massive, qui était plus nette. Et nous, donc, à Noyant, on a constaté dès les années 2015 qu'il fallait se préparer à fournir en grande quantité des pierres massives. Donc, des gros volumes et des pierres massives complexes, de plus en plus complexes, tout en restant des modules unitaires, et donc il fallait qu'on change nos outils industriels. Voilà. Avant de laisser la parole à Nicolas, je vais juste revenir sur d'où on venait ces 30 dernières années.
Bon, quelques photos un peu clichés, mais des photos, pas des photomontages. Et vous voyez que finalement, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux années 2020, bah, on a optimisé, on a poussé les murs, mais d'ateliers existants, souvent euh, datant de plus. Et on arrivait au maximum, ou on arrive au maximum de ce qu'on peut faire. Le principe de base étant un homme, un opérateur, une machine. Et ensuite, on passe au poste d'après pour aller faire le deuxième niveau de finition ou de dimensionnement. Et ce problème de manutention au pont roulant de la matière, problème de la perte du plan de référence et donc la nécessité à l'étape suivante de recommencer un plan de référence puisqu'on vend en général des parallélépipèdes, donc parallèles, et si on perd le plan de référence, on est obligé de recouper 2 fois pour avoir 2 bords parallèles. Donc ça génère encore, pour ceux qui continuent à travailler comme ça générait en tout cas beaucoup de pertes matière. Voilà, le bilan global entre ce qu'on prélève dans la carrière et ce qu'on met à disposition du client, c'était un taux de transformation, un taux de valorisation matière de 35%. Je dis tout de suite que les 65% restants ne partent pas à la poubelle, mais en tout cas ne sont pas valorisés en tant que pierre de taille dans le bâtiment. Et puis, quelques chiffres clés qui sont dont on n'a pas à rougir, mais qui sont voilà, 50 litres d'eau par mètre carré de mur et 12 kg, 12,7 kg de carbone par équivalent de mètre carré en massif. Voilà, avec pour ceux qui sont un peu du métier, quelques petites souffrances quand on a ce type de matériel en termes d'exposition à la poussière ou de précision dans les mesures. Mais je crois que ça n'a jamais été subi par aucun client d'avoir quelques parallélépipèdes pas très parallèles. Voilà. Et donc tout ça. Notre source interne. Vous voyez en bleu, grosso modo, c'est comme ça qu'on travaille. En bleu, ce sont les affaires. Tout ce qu'on appelle simul priorité 1, c'est-à-dire tous les clients qui nous disent on a vraiment envie de le faire, ça va se faire. Bon, quand on ne sait pas. Et on voit que notre capacité maximum de maximum, c'était le trait horizontal, c'est-à-dire 50 mètres carrés de pierre massive par jour, en 3-8, en poussant tous les murs possibles. Si on ne change pas la donne, on ne pourra pas critiquer le marché et reprocher au marché de ne pas plus construire en pierre. Il faut qu'on balaye devant notre porte, entre guillemets. Donc tout ça nous a conduit à prendre la décision de transformer notre outil industriel. Voilà. Oui, je crois que j'allais jusque-là. Donc de nombreuses années de réflexion, de visite des confrères, parce que le process bois, le process automobile, toutes ces visites qu'on a fait nous ont fait prendre conscience qu'ils travaillaient en général une matière première assez régulière. En tout cas, beaucoup plus manufacturée. Nous, le b.a.-ba duquel on n'a pas su se détacher, c'est que notre pierre, même s'il est homogène, ça reste un matériau quasi vivant qu'on va prélever dans la nature et on ne fait que le dimensionner. Voilà, on ne peut pas le réduire et le reconstituer. Donc on a eu beaucoup de mal à discerner le type de process à mettre en place, à pas céder aux sirènes les plus sexy de la robotisation à outrance. Le but étant bien de doubler ou tripler les capacités de production et bien évidemment de maintenir des prix de mise en marché les plus bas possibles pour que ça reste un matériau de construction accessible au plus grand nombre. Voilà. Donc la première étape, ça a été la digitalisation, développement d'un ERP. Donc avant, on travaillait sur papier. On donnait à nos opérateurs de production en papier les commandes clients et ils allaient rayer une par une les lignes une fois que les pierres étaient coupées et puis ils mettaient leurs pierres sur palette. Et après, on ne savait plus trop où était la pierre, sur quelle palette. Donc on a développé cet ERP-là afin de suivre toute la production du début jusqu'à la palettisation et ainsi comme ça le client qui a besoin d'une pierre sur sa commande, on peut lui fournir, on sait où elle est rangée ou enfin tout un suivi de production. On a aussi ça permet aussi de planifier la production, d'anticiper les commandes. Après, Émeric, s'il y a autre chose à dire. Ça a permis aussi de faciliter le travail des opérateurs. Ça leur permet d'optimiser des chutes
car ils peuvent trouver plus facilement dans des commandes qui sont plus loin les pierres pour optimiser les chutes de pierres. Donc ça a été le premier travail qui a été fait avant la construction de l'usine. Donc après, développement. Enfin, la deuxième étape, ça a été la construction et l'installation de la nouvelle usine. Donc comme disait Émeric, il y a eu on était arrivé à plus assez fournir dans l'usine 1. Donc on tournait du lundi matin 5h du matin au samedi midi, 24 heures sur 24, pour arriver à fournir toutes les demandes. Donc il a fallu trouver une solution. Il a fallu se remettre en cause aussi, trouver un process qui permette de simplifier, toujours continuer à simplifier, d'optimiser et d'avoir le minimum de pertes. Donc on a été allé voir des confrères, on est allé voir d'autres industries pour trouver des idées. C'est quand même assez laborieux. Ouais, mais ça a été aussi la partie très intéressante. On est parti d'une page blanche. On a décidé de modifier complètement notre process. On aurait pu rester comme on travaillait dans notre ancienne usine, une machine, un homme, donc faire un bâtiment plus grand et mettre plus de machines. Et on a décidé de complètement modifier et d'industrialiser ça. Et il a fallu qu'on se remette en cause, qu'on modifie notre manière de travailler. On en est même arrivé à modifier notre mode d'extraction en carrière pour pouvoir produire dans la nouvelle usine. Et donc, quand le premier coup de pelle en 2023, juillet 2023, les plans des machines étaient déjà prêtes. Et on attendait que le bâtiment soit fini pour pouvoir tout mettre en place. Donc, juillet 2023, premier coup de pelle, et juillet 2024, quasiment un an jour pour jour, on a démarré la première machine dans notre nouvelle usine. Oups. Donc, on avait fait une inauguration en octobre 2024 de la nouvelle usine de pierre. CAPEX 13 millions d'euros. Le bâtiment fait 6000 mètres carrés. Notre ancienne usine faisait 2000 mètres carrés, un peu moins de 2000 mètres carrés. On est parti sur 4 bâtiments. En fait, c'est 4 bâtiments assemblés ensemble avec chacun un pont roulant. On a automatisé des déplacements de plateaux de pierre avec à la l'aide de robots, d'AGV. Et on est parti sur des lignes de production et puis, donc, comme je disais, une machine, un homme. Et on pose une tranche au départ et la tranche va suivre tout son chemin pour arriver en palettisation et être mise sur palette en bout de ligne de production. Donc, c'est pareil, il y a des décharges, il y a des déplacements de tranches grâce à des robots pneumatiques qui vont vont déplacer des pierres d'un convoyeur à un autre. Et puis voilà. Donc en haut, il y a une petite photo de l'équipe actuelle de Noyant. Alors, j'ai dû sauter. Sillage primaire. Donc le sillage, l'étape de découpe de pierre, il y a plusieurs étapes. Donc la première étape, on va accueillir dans l'usine des blocs bruts débités par les carriers. Donc première étape, on va les découper en tranches. Donc on a décidé de mettre 3 châssis à lame et un taille-bloc. Donc les châssis, c'est des lames qui vont découper les blocs, et un taille-bloc, c'est un disque qui fait des tranches dans le bloc et qui coupe en 2 parties le bloc, en petites tranches pour alimenter nos lignes. Là, c'est plus pour la ligne plaquette. Donc il y a un AGV au primaire qui a une capacité de lever 16 tonnes. Donc ils doivent déplacer les blocs pour les amener sous les machines.
entièrement en automatique. Donc l'opérateur va programmer le travail, envoyer l'ordre à l'AGV, et c'est l'AGV qui va déplacer le bloc pour l'amener à la machine. Il n'a plus besoin d'avoir son engin pour se déplacer, pour aller poser sous la machine. Ça nous permet de pouvoir aussi travailler. Donc ça c'est du travail qui est assez long, la découpe de blocs. Ça nous permet de travailler la nuit aussi, comme l'opérateur programme la journée, et la nuit, les blocs vont sortir une fois coupés. L'AGV va venir tout seul les prendre et les amener en zone de déchargement et remettre un nouveau bloc à la place pour qu'il soit coupé la nuit pour continuer à produire la nuit. Donc après, une fois qu'on a eu ces tranches, on va partir en zone de débit. Donc ces tranches vont être déposées sur nos lignes. Donc on a deux lignes différentes. On a fait deux lignes. On a fait une ligne pour le parement, la plaquette, et une ligne pour le massif. La ligne massif, c'est celle qui nous a donné le plus de fil à retordre parce que ça n'existe pas. Donc ça a été beaucoup de réflexion, de recherche et du massif sur une ligne de production. Donc c'est tranché. Première étape par un opérateur. Il va programmer sa machine. Donc notre ERP, on a notre ERP, il y a l'opérateur va injecter dans la machine les pierres directement, les dimensions des pierres. Il a pu à saisir les dimensions des pierres, ce qui permet d'éviter les erreurs de saisie. On avait ça avant, les opérateurs, au lieu ils pouvaient inverser un 9 avec un 6, ça passait l'erreur humaine, alors que là, ils importent directement les dimensions dans la machine, ils ne peuvent plus se tromper en saisissant les erreurs. Et on va découper ces blocs, ces tranches en pierre, puis ça va être convoyé jusqu'à la palettisation s'il n'y a pas d'usinage, ou alors si on a de l'usinage. Donc l'usinage, ça va être comme tout à l'heure, il y avait des linteaux béton, des poteaux béton à couler, du carottage. Donc ces pierres vont être convoyées sur deux autres machines pour faire cet usinage. Pour faire cet usinage. Donc les pierres sont posées sur des plateaux et arrivent sous les machines et sont usinées, tout ça en automatique. Puis les pierres après vont arriver en palettisation et mises sur palette par les opérateurs. Donc là, finition, ah oui, bon, donc là, on voit une machine en haut qui va faire du carottage. Elle est prête, elle a un carottier, elle va percer à l'horizontale la pierre qui est posée sur le plateau. Et on fait aussi donc des entailles pour coller du chaînage, des poteaux à l'intérieur. Donc tout ça, c'est en automatique. Il y a des programmes, les programmes sont faits au bureau et quand la pierre arrive sous la machine, la machine va faire ce qui a été programmé au bureau. L'opérateur n'a pas besoin de tout programmer sur place. Et donc on a aussi un fil diamanté qui permet de faire de l'amélioration, de la corniche ou tout ce qui est moulure droite. Et je repasse la main. Donc pour coller au sujet qu'on nous avait demandé, c'est voilà, en quoi l'industrialisation permet aussi de répondre à de l'amélioration d'impacts environnementaux. Donc sur ces trois sujets qui sont des sujets un peu usuels qu'on mesure chez chacun dans la profession, voilà, on voit que on améliore et le sujet de la valorisation matière, parce qu'on a pu, comme Nicolas nous l'a dit en début, transformer l'extraction en carrière et abandonner, pour ceux qui connaissent, le fameux four de bas, qui est une tranche nécessaire pour retirer le volume. Donc ça, on a pu ne plus la perdre. Ensuite, on a besoin d'eau. Ce sont des machines qui travaillent à l'eau, donc il faut quand même assez substantiel de prélèvement d'eau sur le réseau public. On utilise beaucoup mieux, grâce à ces usines, tout ce qui est partie eau météorique. Et enfin, même si on ne l'a pas encore mesuré, parce on vous parlera peut-être un tout petit peu du temps de digérer les choses, mais
on a bon espoir d'améliorer quand même notre bilan carbone, c'est des valeurs assez régulières, hein, 12-13 kilocarbone pour ce type de pierre employée en local, hein, dans un rayon de 100 km, ce type de pierre tendre. On a bon espoir d'arriver à gagner encore quelques pourcentages sur ce sujet. Voilà, on a prévu peut-être de vous passer une vue ensemble de l'usine qui vous permettra de mieux voir un peu en quoi consiste l'investissement. Peut-être qu'on peut le lancer pendant les questions. Et puis voilà, on peut répondre tous les deux à vos questions de manière à ce que peut-être qu'on peut couper le son si tu veux. Voilà. On peut répondre à vos questions de manière à vous faire prendre conscience de ces enjeux d'industrialisation. Et ce qu'on veut dire avant que Gilles me prenne la parole, je crois que c'est le dernier slide, c'est la 5e usine qui inaugure comme ça en France dans cette filière pierre depuis 2022. On a des confrères que j'ai aperçus dans la salle qui ont défriché le sujet bien avant nous. Je sais qu'il y en a d'autres en projet. Donc c'est aussi pour vous faire prendre conscience que même si certains ont un petit peu la larme à l'œil en disant on quitte le nostalgique Carrier qu'on voyait parfois en sabot dans son usine avec sa scie, même si ça fait longtemps qu'on la voit plus, en fait le but et l'unique objectif de ces industrialisations, c'est bien de continuer à mettre du volume massivement à disposition pour que la construction puisse prendre de l'envergure avec ce matériau pierre naturel. Donc, Émeric, tu aurais pensé que les questions pouvaient avoir lieu durant le passage du film muet. Oui, voilà. Eh ben, allons-y alors. Oui, juste une question. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait votre usine avec des façades en pierre? Alors, c'est une très bonne question. Et il y a une autre question sous-jacente qui est où sont nos bureaux? Chaussée. Donc, vous avez vu le montant de l'investissement qui est énorme. On vous a montré un peu à dessin le chiffre d'affaires aussi qui est décorrélé de son montant d'investissement. Donc, on a dû faire des choix draconiens. Non pas que la pierre de taille aurait, imaginons, augmenté le budget du bâtiment, peut-être un petit peu, mais on était pris par le temps. On a fait ce record grâce aux équipes de démarrer entre le premier coup de pelle et la première mise en route de la machine de 12 mois, mieux que les cuisines présidentielles. Il n'y a pas moins de contraintes peut-être, mais voilà, on n'a pas voulu complexifier le projet. On prenait déjà un pari énorme sur le process pour prendre le temps d'étudier le bâtiment industriel en pierre. Mais c'est un petit pincement au cœur. On y reviendra sur les bureaux. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi, j'avais plus des questions sur... C'est bien de vous présenter. Lucas Veritier, groupe Elior, ingénieur. J'avais des questions plutôt sur les volumes disponibles. Donc, que ce soit pour vous directement, qu'est-ce que vous avez comme volume de pierre disponible ou les volumes disponibles en Île-de-France ou en France, de manière plus générale, si toute la partie industrialisation était déjà présente, est-ce qu'on pourrait imaginer faire toutes les constructions actuelles en pierre, juste d'un point de vue ressources disponibles? Alors, c'est sûr que c'est probablement une faiblesse de la pierre factuelle. On consomme, en l'occurrence, on accède à une ressource pour ce lutétien qui a 40 millions d'années, donc qui est bien évidemment pas renouvelable à notre petite échelle. En 2019, je crois que c'est le pavillon de l'Arsenal, il y a une étude assez poussée de recensement des capacités des carrières au sens géologie disponible réglementairement et administrativement, qui concluait, alors je ne sais pas si Gilles tu l'as en tête, mais qui concluait à la capacité facile et tranquille, purement théorique, de dire que la moitié des besoins en matériaux pour la construction, pour le niveau de construction des années 2020 pouvait être fournis en pierre de taille en France. En France ou en Île-de-France, j'ai un doute. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de sujet de ressources globalement.
Ce qui n'empêche pas qu'on veut améliorer et qu'on a décidé et mis cet objectif d'amélioration de la valorisation de la ressource. Parce qu'on estime dans cette filière qu'en fait, on accède à un patrimoine commun, 40 millions d'années. OK, on en a l'autorisation d'exploiter temporaire parce qu'on a fait l'effort de la demander, de l'obtenir. Mais finalement, ce patrimoine, il est commun. Donc, à nous de faire le mieux possible notre travail pour aller prélever à bon escient la matière et la mettre avec le meilleur rapport de transformation dans le bâtiment qui rentre ensuite peut-être à long terme dans du patrimoine commun, a fortiori si architecturalement il est sympathique. Donc c'est pas le sujet de on n'aura pas assez de ressources en pierre pour en 2100 ou 2500. En l'occurrence, nous à Noyant, sur le plateau que l'on travaille, on estime le sujet est plutôt comment industriellement on augmente, on crante ce taux de valorisation qui était de 35% globalement, qui est pas mauvais, hein. Si on va sur de la pierre dure, enfin qui est pas mauvais, qui est meilleur parce qu'on est en pierre tendre versus de la pierre dure. La pierre dure, on va encore dégrader ce ratio, probablement descendre autour de 15-20%, juste sur le sujet matière prélevée, matière mise en pierre de taille. Bien sûr, les rebuts en pierre sont jamais destinés à la poubelle, ils sont valorisés sur d'autres voies. Donc en pierre tendre, on était déjà à 35%, on le crante à 50%, on a peut-être encore de la marge de manœuvre. Ce qu'on veut dire, c'est que la marge de manœuvre vient de deux leviers. Le levier industriel, on en a franchi une étape, on n'a peut-être pas fini, et le levier technique, bureau d'études, architecte. On a vu la petite contrainte subie on aurait voulu des grandes assises pour les cuisines, et puis finalement on a réduit les assises, sans jugement de valeur. Il faut savoir qu'en matière de pierre de taille, puisqu'on part d'un matériau prédimensionnel dans la carrière à un matériau dimensionnel fini, plus vous demandez des éléments, plus le marché, les architectes, les bureaux d'études, le client final, on va dire, demande des éléments de grande dimension, plus le taux de perte augmente. C'est mathématique. Donc, on a ensemble plusieurs leviers sur lesquels on peut en prendre conscience et à jouer à bon escient. Merci. Bonjour, Thibaut de la Laurencie, architecte. Les déchets, j'imagine que c'est de la poudre de pierre, c'est peut-être des éclats de pierre. Comment est-il valorisé? Parce que on parle quand même de 65% jusqu'à hier, voilà. 50% dorénavant. Donc ça fait beaucoup. Et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il y a moyen de le réutiliser? Alors, je vous corrige sur un point, ce ne sont pas des déchets. Un déchet, ça va quelque part et on n'en a plus l'utilité, voire même ça coûte à la société. Là, on a des débouchés. On a des débouchés dans le sens où il y a des clients qui ont besoin de ces coproduits non intentionnels au départ. En l'occurrence, en pierre tendre, on est limité à un créneau qui est lié au caractère tendre de la matière. Donc, on ne peut pas adresser, on ne peut pas faire un granulat typiquement pour re-rentrer dans le béton ou pour servir de couche de fondation sur les chaussées. Ou de terrassement. Donc nous, en pierre tendre, on va plutôt être sur de l'amendement calcaire agricole. On va réduire la granulométrie et comme on est en pH basique, ça va venir corriger des acidités en agronomie. Hein. Le CTMNC travaille des sujets assez intéressants sur l'interaction agriculture. Ensuite, on ne va pas vous développer tous les secrets, mais effectivement, on a la possibilité, et on touche du doigt avec certains brevets et des confrères, la possibilité de remettre une pierre sur le marché, mais qui sera une pierre reconstituée. Alors à bon escient, sur des endroits, et en clair, elle n'aura de raison d'être que si elle apporte un surcroît de caractère technique pour renforcer la pierre naturelle. Donc il y a des choses dans les études. Encore une question. Merci. Alistair Henschner de l'agence AREP. Pour la réalisation des blocs plus complexes pour les architectes, j'imagine, il faut optimiser les séquences des opérations avec les machines en usine. C'est qui fait le choix des séquences des usinages? Est-ce que c'est les êtres humains, les logiciels ou peut-être l'IA? Alors moi, je vais vous donner la réponse et je vais vous laisser Nicolas expliquer comment on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas d'IA. Alors on a mis Vim 4.0, je crois, sur un slide. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Mais on n'a pas d'IA. Aujourd'hui, on ne travaille pas avec l'IA.
On se pose la question, évidemment, on est interrogatif, on ne voudrait pas louper le train d'une technologie qui nous laisserait sur le bas-côté. Voilà, donc on ne sait pas encore très bien. Donc, par contre, Nicolas vous expliquer comment on fait. La pierre et puis qu'on la met sous les machines. Je vais l'aider. En fait, Non, mais c'est très compliqué. Et il y a une chose qu'on a abandonnée, mais qu'on va revenir, c'est on a abandonné d'essayer de dresser le client. Donc Nicolas, avec son équipe, prend toutes les demandes clients et une par une font les programmes, se gratte la tête en disant est-ce qu'il vaut mieux qu'on commence à couper au grand disque ou au petit disque? Parce que bien sûr, une fois qu'on a mis un disque avec une flasque qui nous permet de travailler du 12 cm d'épaisseur, le client d'après, il nous demande du 14. Donc, qu'est-ce qu'on a comme outil sur nos machines? On a différentes fraises, différents disques, et il y a les fournisseurs d'outils ont des catalogues énormes, et on recherche l'outil adapté aux besoins pour la commande. Comme disait Émeric, il y a longtemps qu'on cherche pas à tordre le bras du client. Non, le client, c'est nous qui nous adaptons au client et on fait le mieux qu'on peut par rapport aux demandes. Mais on a le cas en ce moment, là, cette nuit, on avait de l'usinage où on travaille des grands modules que les outils peuvent pas faire en une passe. Donc, comment on y va? Est-ce qu'on carotte avant de couper? Est-ce qu'on perd la matière de ce côté-là? Pour l'instant, c'est de l'humain. Ouais, c'est l'humain et quand on bloque, et on se met à plusieurs, on réfléchit, on teste et puis on teste et on trouve la meilleure solution pour arriver à réaliser vos projets. Il n'en est pas moins que pour l'instant, travailler deux faces de la même pierre, c'est hyper compliqué industriellement. Enfin, on ne sait pas faire. Il faut travailler une face, sortir la pierre, la retourner avec tous les risques qu'on prend sur cette pierre et la remettre en usinage. Emmanuel Guimont à nouveau. Juste, est-ce que vous pourriez nous préciser un petit peu le début de votre process? On a vu des gros blocs tout à l'heure, mais j'ai pas bien compris les dimensions qu'ils avaient. Et moi, je suis de Touraine, et donc j'explore les carrières de tuffeau. Et là, c'est évidemment différent. Est-ce que vous avez un délai entre l'extraction de ces blocs en carrière et pour les rentrer dans votre usine? Donc, tuffeau, il y a un délai important. Et à la sortie, quelles sont vos limites au niveau du travail justement des pierres, je sais pas, au niveau des moulures, des corniches, où s'arrête votre travail et où commence celui du travail de pierre, du tailleur de pierre? Donc pour les blocs, nous, dans une nouvelle usine, pour nos blocs de noyant, parce qu'on travaille aussi d'autres carrières, des autres blocs d'autres carrières, on va acheter des blocs à d'autres carrières ou aider d'autres carrières qui ont besoin d'aide. Nos blocs les plus gros vont faire 3 mètres de long, 1,60 m d'assise par à peu près 1,50 m d'épaisseur. Ça va être nos plus gros blocs. Après, on fait des extractions spéciales aussi, suivant aussi certaines demandes pour essayer d'optimiser, pour avoir le moins de pertes. Mettons, je sais pas, on aurait une pierre d'1,60 m à couper dans un bloc de 3 mètres, on peut pas en passer deux, on n'en passerait qu'une seule, donc on va faire des extractions spéciales en carrière, suivant aussi les commandes spéciales. Et ça amène du coup le délai. C'est-à-dire que le délai le plus court, c'est il nous faut 2 heures pour sortir un bloc de carrière souterraine. Le bloc, il passe dans la journée, il peut passer dans la journée. À 7 heures, les carriers s'y mettent, à midi, il est à l'usine, et le soir, vous pouvez venir chercher votre matière. Mais alors là, on a des chances de dégrader tous les ratios possibles et imaginables, notamment le ratio valorisation matière. Parce qu'on n'a plus le temps d'appareiller, on prend le premier bloc, on y fait la pierre voulue, et elle sort le soir. Après, en contrainte dimensionnelle, après, c'est l'usine qui va apporter des contraintes. Typiquement, sur un disque, c'est que 40%. En l'occurrence, sur cette usine-là, on est obligé d'avoir une dimension entre l'épaisseur et la hauteur inférieure à 40 cm. Si vous demandez 50 cm ou 60 cm d'assise, alors l'assise dans les pierres tendres,
c'est la hauteur de la pierre, alors il faudra que l'épaisseur fasse moins de 40. Sans ça, on passe en manuel, on passe en extraordinaire. Et votre question était sur la frontière entre l'industrie et le tailleur de pierre, je crois. C'est une vaste question et très intéressante auquel on est confronté tous les jours. Clairement, c'est du temps machine. Si refaire rentrer la pierre pour lui faire... On a fait à l'envers de la pierre la réservation pour le plancher béton. Et vous nous demandez sur la face vue 1 cm de décaisser sur 10 cm de hauteur. Clairement, on va le faire à la main parce que la machine saurait très bien le faire, mais le temps de sortir la pierre, de la retourner, de lui refaire prendre son point zéro, de rentrer, on immobilise la machine pour 3 heures. Voilà. Et puis la machine, elle a beau être une 5 axes, l'homme, ça reste un 15 axes, et lui, il n'a pas besoin de faire son point zéro, quoi. Dès lors qu'il a bien le croquis en tête et un bon mètre, une équerre, ça va y aller, quoi. Donc, on a quand même... en fait, c'est de la rentabilité, quoi. À partir du moment où l'homme va aller plus vite, on va le faire à l'homme. Même si on ne résout pas les questions de normes et de réglementation. Vous savez que la réglementation poussière a changé en 2023. Et aujourd'hui, dans ce genre de métier, même si la poussière de calcaire n'est pas nocive en taux de quartz, on absorbe des volumes de poussière assez vite colossaux qui font qu'il va falloir quand même qu'on change cet aspect-là aussi. Merci beaucoup. J'avais encore une question, s'il vous plaît.